La dame à la lampe s'appelait Florence. Sa sœur se prénommait Parthénope. Vous pensez sans doute que Florence avait un prénom plus courant que Parthénope. Eh bien non, pas à cette époque-là. Voici ce qui s'était passé. Leurs parents, jeunes mariés, étaient partis pour le tour d'Europe traditionnel des jeunes Anglais de la bonne société à l'époque. On débarquait dans le royaume de Naples, où l'Angleterre avait des amis depuis Nelson. On remontait ensuite la péninsule italienne pour traverser les Alpes, puis rembarquer en Hollande pour l'Angleterre. C'était un temps où le tour d'Europe des Anglais évitait la France. Allez savoir pourquoi. Bref, pour monsieur et madame Nightingale, une petite fille vient au monde à Naples. On la prénomme Parthénope, qui est le nom grec de Naples. Quelques mois plus tard, on reprend la route avec le bébé pour s'installer à Florence, où une seconde petite fille naît, que l'on prénomme donc Florence. En 1820, c'était un prénom original, mais 50 ans plus tard, vous êtes un mythe de votre vivant. Savez-vous que des milliers de filles entre 18 et 23 ans portent votre nom? Tout le monde a entendu parler de vous et associe votre nom à la gentillesse. Voici sa statue à Londres. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui aient une statue à Londres, ni dans une grande ville en général. Voici une photo d'elle. Elle a été célèbre si jeune que quand on a annoncé son décès en 1910, les gens étaient étonnés qu'elle ait été encore vivante. Avant cela, elle avait été une jeune fille au caractère bien trempé. Au lieu de se conformer à l'éducation des jeunes filles de la bonne société, et de se préparer à briller en société, à gérer un domaine, elle demande à faire des mathématiques. Pourquoi les mathématiques dit le père étonné. Je ne vois pas que les mathématiques servent à grand-chose. Je préférerais l'histoire ou la philosophie naturelle ou morale. Mais je ne crois pas que je réussirai aussi bien dans quelque chose qui demande de la rapidité plutôt que dans les mathématiques, qui ne demandent que du travail. Elle obtient ses leçons de mathématiques, mais ce n'est pas sa vraie vocation. Cette vraie vocation, elle la trouve un peu plus tard. Mon esprit est absorbé par l'idée de la souffrance de l'homme. Elle m'assaille de toutes parts. Tout ce que les poètes chantent des gloires de ce monde me semble faux. Tous les gens que je vois sont dévorés par la pauvreté ou la maladie. Soulager la souffrance de l'homme, d'accord, mais comment? Les infirmières soulagent la souffrance des hommes, mais ça, à l'époque, ce n'était pas une bonne idée, parce que les infirmières dans les hôpitaux anglais avaient une réputation abominable. La plupart se saoulaient. Ajoutez à ça des pratiques plus que douteuses sur le plan de la morale, allant jusqu'à la prostitution. Qu'une jeune fille de la bonne société se fasse infirmière, ce n'était pas vraiment raisonnable. Mais Florence s'obstine. Elle commence par voyager et se former dans des pays où le métier d'infirmière est pris un peu plus au sérieux. En Allemagne, où une école d'infirmière a été ouverte, et en France, où les sœurs de la charité ont fait du métier d'infirmière leur vocation. Mais pour Florence, il n'était pas question de se contenter de la théorie. Je pense que les sentiments se gâchent dans les mots. Ces mots doivent se traduire en action, et en action qui amène des résultats. Eh oui, mais pour que les mots se traduisent en action, il manquait à Florence Nightingale une occasion. Elle arrive en 1853. C'est la guerre de Crimée. Les Anglais, les Français et le royaume de Sardaigne s'allient aux Turcs contre l'Empire russe. Les Anglais et les Français craignent l'effondrement de l'Empire ottoman, tout comme l'expansionnisme des Russes. Et puis Napoléon III, en France, quelques mois après son coup d'État,
est à la recherche d'un lustre militaire qui rappellerait à ses sujets son oncle Napoléon Ier. Les opérations militaires se concentrent assez vite autour du port de Sébastopol, qui rassemble la flotte russe de la mer Noire. Comme dans toutes les guerres, la propagande met en avant des actes d'héroïsme, des charges à cheval, sabre au clair. La différence avec les autres guerres, c'est que des journalistes étaient présents, les premiers correspondants de guerre. Et ce qu'ils racontent est abominable, une immense souffrance, des hommes qui meurent de maladies et non de blessures, et surtout, quelque chose que les Anglais, 2 générations après Waterloo, ne peuvent pas accepter. Leurs nouveaux alliés français ont un service d'infirmières efficace, organisé par les Sœurs de la Charité. Les Britanniques n'en ont pas. Et Florence Nightingale obtient d'être envoyée là-bas, avec un groupe d'infirmières qu'elle recrute et forme elle-même. Imaginez la situation, un groupe de jeunes femmes de la haute qui débarquent dans la boue et le sang au milieu d'hommes aguerris avec des médecins militaires bien décidés à ne pas se laisser donner des leçons par des civils qui n'ont aucun diplôme de médecine et qui, de surcroît, sont des femmes. Le résultat est stupéfiant. Son calme, sa ressource, sa capacité de décision l'ont élevée au rang de déesse. Les hommes l'adoraient. Si c'était elle qui nous commandait, disait-il, nous serions à Sébastopol la semaine prochaine. Les docteurs en vinrent à être absolument dépendants d'elle, et le colonel Sterling écrivait chez lui « Miss Nightingale règne maintenant avec un pouvoir absolu ». Que s'était-il donc passé? Comment avait-elle réussi ce tour de force? Eh bien, d'abord, elle avait considéré les soldats comme des hommes. Je vous ai dit à quel point les infirmières étaient déconsidérées. Pour les soldats, c'était encore pire. C'étaient des brutes avinées, à peine au-dessus des animaux. Dès qu'ils recevaient leur solde, ils s'appressaient de la boire ou de la jouer. Ils étaient totalement illettrés. Au fond, tout juste bon à se faire tuer. Alors Florence essaye de comprendre. Pourquoi buvez-vous au lieu d'envoyer votre solde à votre famille en Angleterre? Parce que si on envoie de l'argent, on est sûr qu'il sera détourné. Ah bon? Eh ben on va voir. Donnez-moi votre solde, je garantis l'envoi sur ma fortune personnelle. Et ça marche. L'argent arrive aux familles et la vente d'alcool s'en ressent. Pourquoi jouez-vous au lieu de lire? Parce qu'il n'y a rien à lire. Ah, c'est vrai, attendez, je vais vous en acheter, moi, des livres. Et ça marche. La bibliothèque retrouve des lecteurs. Au-delà de l'écoute humaine, Florence observe, réfléchit et se retrousse les manches. Et il faut dire qu'il y a du boulot. Les infirmières avaient remarqué que certains lits étaient fatals. Chaque homme placé dans un de ces lits mourait rapidement. Il s'avéra que ces lits étaient proches des toilettes, où les émanations empoisonnées étaient les pires. L'adduction d'eau était à la fois contaminée et insuffisante. Les intendants firent ouvrir la canalisation et il se trouva que l'alimentation en eau de la plus grande partie de l'hôpital passait au milieu d'une carcasse de cheval en train de pourrir. Florence Nightingale fait nettoyer les salles, assainit l'adduction d'eau, fait ce qu'elle peut pour soulager le sort des hommes. Mais elle veut faire plus. Comment faire pour convaincre les gouvernants qu'il faut que cesse le massacre par les épidémies? Comment accepter que la mortalité par maladie parmi les soldats, qui sont jeunes et sont arrivés en bonne santé, soit plus importante que dans les hôpitaux de Londres? Elle rassemble les chiffres de la mortalité par cause, mais elle craint qu'ils ne soient pas lus. Alors, elle invente des diagrammes. Les diagrammes sont d'une grande utilité pour illustrer certaines questions de statistiques vitales.
car ils transmettent les idées sur le sujet directement par l'œil. Et ces idées ne sont pas aussi immédiatement accessibles quand elles sont contenues par les chiffres. On a donc utilisé ce moyen pour donner une plus grande clarté aux résultats numériques contenus dans le corps du rapport et dans l'appendice. Quel diagramme Florence a-t-elle inventé? Celui-ci. On l'appelle un diagramme en crête de coq. Chaque secteur représente un mois. Les secteurs ont des surfaces proportionnelles au nombre de morts dans le mois. En bleu, les morts par maladies contagieuses. On disait alors maladies zymotiques. Elles étaient provoquées par ce que l'on appelait les miasmes. En rose, les morts de blessures. En noir, toutes les autres causes cumulées. Et effectivement, le graphique est parlant. Il y a eu environ 10 fois plus de morts par maladie, celle que Florence Nightingale qualifie d'évitable. C'était une idée répandue que la grande mortalité aux armées provenait des blessures reçues au combat. Les chiffres, inexorables, ont dissipé ce préjugé pour toujours. Les petits secteurs roses qui dépassent à peine au centre des diagrammes montrent le nombre total de morts par blessure à l'hôpital pendant la guerre de Crimée. Maintenant, demandons-nous pourquoi notre noble armée a presque entièrement disparu dans l'Est. Et nous apprendrons dans le même temps pourquoi des millions d'humains sont morts d'infection avant l'heure. Florence a conscience de l'importance de sa mission. Les maladies infectieuses ne sont pas limitées aux hôpitaux de campagne. Et les statistiques sont un des moyens de détecter les causes, alerter les pouvoirs publics, prévenir la contagion. Elle trouvait les statistiques plus éclairantes qu'un roman, et elle adorait se confronter à la dure réalité. Le docteur Farr lui écrivit en janvier 1860 « J'ai un cadeau de Nouvel An pour vous, sous la forme de tableaux de données. » « J'ai excessivement hâte de voir votre charmant cadeau, répondit-elle, particulièrement les retours concernant les morts, les admissions et les maladies. Hilary Bonham Carter écrivait que, aussi épuisée que Florence puisse être, la vue de longues colonnes de chiffres était pour elle parfaitement vivifiante. Qui était ce docteur Farr qui faisait à Florence Nightingale de si charmants cadeaux? C'était un de ces médecins qui se battaient en Angleterre contre une autre maladie contagieuse, le choléra. Le choléra était apparu au début du siècle et depuis les épidémies étaient fréquentes et extrêmement meurtrières. On ne connaissait pas grand-chose au mode de contagion et on ne pouvait compter que sur les statistiques de contamination pour essayer d'y voir plus clair. En 1852, Farr publie un article où il croit avoir trouvé une relation entre l'incidence du choléra et l'altitude. Voici l'article. Regardez simplement les chiffres donnés dans l'introduction. Sur 440 000 morts en 1849, 53 000 du choléra. Une horreur. Farr pense qu'il pourrait y avoir une relation entre l'incidence du choléra et l'altitude. D'autres médecins cherchaient toutes sortes de relations pour expliquer la catastrophe et tenter de prévenir les épidémies. Par exemple avec les conditions atmosphériques, la température, la pluviométrie, la brume. Mais rien n'est vraiment probant. Jusqu'à ce qu'un autre médecin qui s'appelait John Snow ait une autre idée. Il a fait sa propre enquête, il s'est promené dans Londres, il a visité les endroits touchés par l'épidémie, et il commence à avoir des soupçons. Le pâté de maison, dans lequel le choléra a frappé dans une mesure inégalée dans ce pays, était dans une banlieue paisible. Les
demeures de professionnels et de commerçants peu éloignés les unes des autres. Leur alimentation en eau était identique. Dans cet exemple, l'eau fut contaminée par les évacuations et les fosses d'aisance. Le choléra s'étendit à presque toutes les maisons dans lesquelles l'eau était ainsi contaminée et aucune autre. Le mot contaminé ne donne qu'une idée faible et inodore de la réalité d'une banlieue londonienne en 1849. À cause d'une avarie, l'eau accumulée débordait occasionnellement du puits et s'écoulait dans les égouts, revenant ensuite avec des impuretés. Des craquelures du sol ou des pavés permettaient à une partie de l'égout de s'écouler à nouveau dans le puits. Et quand celui-ci fut vidé, une grande quantité d'un dépôt noir et hautement repoussant y fut trouvée. Dans le réservoir d'eau du numéro 7, il y avait un dépôt puant de couleur sombre de 20 cm d'épaisseur, bien que le réservoir ne soit profond que de 60 cm. Il y avait aussi de l'écume à la surface de l'eau. Une partie du dépôt, quand on l'eut enlevé, avait commencé une fermentation putride, dégageant de l'hydrogène sulfuré et ayant tendance à expulser le bouchon de la bouteille dans laquelle on le conservait. Il possédait l'odeur distinctive du résidu de toilette. Bon appétit, ou plutôt à votre santé. Pour confirmer son idée d'une cause liée à l'alimentation en eau, John Snow a l'idée d'une représentation statistique. Il marque sur la carte d'un des quartiers les plus touchés les maisons où ont eu lieu les décès, avec les nombres de décès. Et les taux se resserrent. Je m'aperçus que presque toutes les morts avaient eu lieu près de la pompe de Broad Street. Il n'y avait que 10 morts clairement plus proches d'une autre pompe. Dans 5 de ces cas, les gens me dirent qu'ils préféraient aller à la pompe de Broad Street. Dans 3 autres cas, les défunts étaient des enfants qui allaient à l'école proche de la pompe de Broad Street. On savait que 2 d'entre eux avaient bu de cette eau, et les parents du troisième pensaient que c'était probable pour lui aussi. Une partie de la rue était curieusement immune. Il y a une brasserie dans Broad Street, proche de la pompe. Réalisant que personne parmi les employés n'était mort du choléra, j'allai voir M. Huggins, le propriétaire. Il m'informa de ce qu'il y avait plus de 70 travailleurs dans la brasserie et qu'aucun d'entre eux n'avait eu le choléra. Les hommes avaient une certaine quantité de bière qui leur était allouée, et M. Huggins pensait qu'ils ne buvaient jamais d'eau. En tout cas, ils n'utilisaient jamais la pompe dans la rue. Le résultat de l'enquête fut qu'il n'y avait pas eu de crise ou d'augmentation dans cette partie de Londres, excepté parmi ceux qui buvaient de l'eau provenant de la dite pompe. J'eus un entretien avec le bureau des administrateurs de la paroisse de Saint-Jacques le soir du jeudi 7 septembre et leur exposai le cas. En conséquence, la poignée de la pompe fut enlevée le jour suivant. Malgré la victoire sur la pompe de Broad Street, la guerre contre le choléra et pour la santé publique était loin d'être gagnée. Et Florence Nightingale, qu'était-elle devenue à son retour de Crimée? Les témoignages des soldats et les récits des journalistes avaient fait d'elle une héroïne nationale, avant même qu'elle ne pose le pied en Angleterre. Des comités se formèrent, des arcs de triomphe furent planifiés. Il devait y avoir des fanfares, des discours de la paroisse et un char tiré par tout le voisinage pour la conduire chez elle. Elle rejeta le tout. Elle était comme en deuil, une femme hantée. Elle se remit à écrire des notes dans son journal. Oh, mes pauvres garçons, je suis une bien mauvaise mère d'être revenue en vous laissant dans vos tombes en Crimée. 73% sur 8 régiments en 6 mois, morts seulement de maladie. Qui se souvient de cela
maintenant. Elle n'oubliait pas que les unités statistiques, ces chiffres dont elle faisait des diagrammes, étaient de jeunes hommes morts dans ses bras. Littéralement, on estime qu'elle a personnellement assisté à plus de 2000 décès. Florence Nightingale a fondé véritablement le métier d'infirmière en Angleterre, en réglementant la formation. Par les mesures prophylactiques qu'elle a imposées dans les hôpitaux, elle a contribué à sauver un nombre incalculable de vies. Mais dans l'imaginaire britannique, ce qui en a fait une héroïne à son retour, c'est sa compassion à l'égard des soldats. C'est cette image qu'a immortalisée le poète américain Henry Longfellow. Lo, in that house of misery, a lady with a lamp I see, pass through the glimmering gloom and fleet from room to room. A lady with a lamp shall stand in the great history of the land, a noble type of good, heroic womanhood. C'était une bonne prédiction. Oui, l'image qui est restée est celle de cette dame à la lampe qui faisait des rondes de nuit dans l'hôpital en réconfortant les mourants. Et ainsi finit l'histoire de la dame à la lampe. Non, pour une fois, il n'y aura pas de vanne à la fin. Un peu de respect tout de même.